Donc je vais maintenant aborder le sujet de mon mémoire qui est le déclin des abeilles, une mise en garde pressante de la dégradation de l'environnement par l'homme. Donc pour ça, nous allons suivre un plan en 4 parties. Donc, la première partie qui parle de l'équilibre subtil des écosystèmes que l'homme perturbe très fréquemment. La deuxième partie va expliquer pourquoi j'ai choisi les abeilles pour aborder ce sujet. La troisième parlera des causes du déclin des abeilles. Et pour finir, nous parlerons des conséquences si les abeilles disparaissent. Donc mon travail de mémoire est parti de la volonté de parler de la dégradation de l'environnement par l'homme, puisqu'il perturbe très régulièrement les écosystèmes. Donc on va commencer par définir ce qu'est un écosystème. Donc un écosystème est un système formé par un environnement, donc le sol, l'air, le climat, l'eau, et par l'ensemble des espèces animales et végétales qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Donc ils peuvent être de tailles très diverses, depuis la souche d'arbre qui est en bas de chez vous jusqu'à une forêt ou une mer. Donc les écosystèmes reposent sur un équilibre subtil qui s'est créé entre les différentes espèces qui les composent et sur ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc malheureusement, il arrive fréquemment que l'homme introduise ou fasse disparaître une espèce, ce qui entraîne toujours des conséquences en cascade dans l'ensemble de l'écosystème concerné. Donc prenons par exemple une hêtraie sapinière, c'est-à-dire une forêt qui est essentiellement composée de hêtres et de sapins. Si le hêtre vient à disparaître, par exemple parce que son bois est surexploité et que la forêt devient une simple forêt de sapins, tous les animaux qui dépendent du hêtre vont à leur tour disparaître. Donc il en est de même quand on prend le problème du côté animal. Si un maillon de la chaîne alimentaire disparaît, les prédateurs qui s'en nourrissaient risquent de dépérir. Le maillon inférieur va proliférer et augmenter la pression qu'il exerce sur l'espèce animale ou végétale dont il se nourrit principalement, qui risque à son tour de s'éteindre. Donc comme vous pouvez le voir, tout dans les écosystèmes est interconnecté. Donc l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, a étudié en 2015 80 000 espèces et en a déclaré un peu plus de 23 000 comme étant menacées, soit un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, un amphibien sur 3 et un conifère sur 3. Plus de 1000 de ces espèces se trouvent notamment sur le territoire français. Et à la fin de cette présentation, une nouvelle espèce aura disparu puisqu'il est estimé qu'une espèce disparaît toutes les 20 minutes. Or, il suffit parfois de s'intéresser à une espèce en particulier pour comprendre l'urgence de changer nos pratiques et ce qui nous amène à la question pourquoi ai-je choisi les abeilles? Donc, les abeilles sont une espèce particulièrement intéressante à étudier car c'est à la fois une espèce clé de voûte et une espèce bio-indicatrice. Donc, je vais commencer par expliquer ce qu'est une espèce clé de voûte. Donc le terme est assez imagé puisque dans une arche, la clé de voûte qui est ici au centre permet à tout l'édifice de tenir. Donc la définition exacte d'une espèce clé de voûte est une espèce dont la présence est indispensable à l'existence même d'un écosystème par l'action qu'elle exerce sur les autres espèces en présence. Donc la disparition d'une espèce clé de voûte entraîne toujours des extinctions en cascade. Donc je vais vous donner quelques exemples d'espèces clés de voûte. Donc nous avons par exemple le castor, qui est une espèce qui est indispensable à l'entretien des rivières sur lesquelles il construit des barrages et à l'entretien de leur biodiversité. Les coraux, qui accueillent plus de 20% de toutes les espèces de la vie marine. Et les abeilles pour leur rôle dans la pollinisation que nous développerons un petit peu après. Donc, deuxièmement, l'abeille est aussi une espèce bio-indicatrice, aussi appelée espèce sentinelle. C'est-à-dire que sa présence et la fluctuation de sa population reflètent les variations des conditions environnementales et les variations de population des autres espèces. Donc l'abeille est un sujet fréquent d'étude pour les scientifiques, puisque au moindre changement environnemental, elle connaît des altérations de sa physiologie. C'est donc un indicateur précoce des changements physiques, chimiques et biologiques de son milieu. Et la disparition des espèces sentinelles traduit toujours une perte générale de biodiversité. Or,
justement, depuis environ une dizaine d'années, les populations déclinent à travers le monde. Donc ce sont les apiculteurs américains qui furent les premiers à tirer la sonnette d'alarme en 2006 à propos d'un phénomène qu'ils ont baptisé le Colony Collapse Disorder, soit en français le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Donc ce phénomène s'est rapidement révélé être d'ampleur internationale, puisque de nombreux pays ont signalé également des pertes conséquentes, dont la France. Cette année-là, la moitié des apiculteurs américains ont perdu entre 50 à 90% de leurs colonies. Et pendant l'hiver 2006-2007, la France a perdu également près de la moitié de ses colonies. Donc ce phénomène se poursuit aujourd'hui, puisque une étude de 2015 a montré qu'entre avril 2014 et avril 2015, les apiculteurs américains avaient perdu 42% de leurs colonies. Et pour la première fois, les pertes estivales et printanières furent supérieures aux pertes hivernales. Donc, pourquoi les abeilles déclinent-elles? La plus grosse partie de mon mémoire porte sur les causes du déclin. Donc ici, je vais juste les résumer. Donc nous avons la monoculture, les pesticides et les OGM, la globalisation des échanges, les ondes électromagnétiques et les conditions d'élevage modernes. Donc en s'intéressant aux abeilles, on peut voir qu'on touche à des thèmes de préoccupations environnementaux et sanitaires globaux, puisque la plupart d'entre eux ont des effets directs sur la biodiversité et la santé de l'homme, mais également des effets indirects tout aussi graves, puisqu'ils participent au déclin des abeilles. Et nous allons voir exactement quelles sont les conséquences dans la partie suivante. Donc, la monoculture associée aux pesticides s'assure que, parfois sur des milliers d'hectares, une seule espèce de plante puisse pousser, ce qui est nocif pour les abeilles, premièrement parce qu'elles ont besoin de 5 pollens différents par jour pour être en bonne santé. Ensuite parce que la floraison est ponctuelle, donc tant que la culture est en fleurs, les abeilles peuvent se nourrir, mais dès que la floraison se termine, c'est la famine. Et elles ne peuvent plus se rabattre sur ce qu'on appelle les mauvaises herbes, comme par exemple les coquelicots, puisque les pesticides les éradiquent. Les pesticides sont aussi notoirement connus pour être un poison pour les abeilles, notamment ceux de la famille des néonicotinoïdes. Et les OGM, s'ils n'ont pas d'effet direct prouvé sur les abeilles, participent à l'augmentation de l'usage des pesticides et sont donc nocifs pour les abeilles indirectement. Donc la globalisation des échanges est un autre facteur du déclin. Donc depuis de tout temps, les flux d'hommes et de marchandises ont participé à la migration d'espèces et d'agents pathogènes. Donc en ce qui concerne les abeilles, elles ont vu arriver le frelon à pattes jaunes ou frelon asiatique en 2004 de Chine. Donc c'est un prédateur redoutable de l'abeille et il n'a lui-même pas de prédateur en France, donc il est rapidement devenu invasif dans tout le sud-ouest. Il y a également le parasite appelé Varroa destructor, dont l'invasion est tellement étendue que pratiquement tous les apiculteurs traitent leur ruche contre ce parasite. Donc il se fixe sur le dos des abeilles et il les pique, ce qui a deux effets. D'une part, la piqûre est vectrice de virus et ça lui permet de produire de l'hémolymphe, qui est l'équivalent du sang chez les invertébrés, ce qui affaiblit les abeilles et les rend encore plus sensibles aux diverses maladies auxquelles elles peuvent être confrontées. Il y a bien sûr encore d'autres virus et d'autres agents pathogènes qui ont été importés à cause de la globalisation des échanges, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Donc la globalisation des échanges a aussi participé à faire évoluer les pratiques apicoles. On a ainsi vu apparaître l'import-export des colonies, qui consiste à élever des essaims et des reines pour les vendre à l'international, ainsi que l'apiculture itinérante, aussi appelée apiculture transhumante. Donc ça consiste pour un apiculteur à louer ses ruches à un cultivateur afin de polliniser sa culture. Mais comme je disais tout à l'heure, la floraison est toujours ponctuelle, donc une fois qu'elle est terminée, il va déplacer ses ruches, les louer à un deuxième cultivateur qui a une espèce qui est en fleur à ce moment-là, etc. Ainsi, chaque année aux États-Unis, plus de 2 millions de colonies voyagent à travers le pays, dans des camions pouvant transporter jusqu'à 20 millions d'abeilles. Donc, le problème de ces pratiques, c'est qu'elles causent beaucoup de stress et de fatigue pour les abeilles qui s'en trouvent donc affaiblies et elles participent à la propagation des maladies.
Donc le troisième facteur du déclin des abeilles, ce sont les ondes électromagnétiques qui perturbent notamment la communication des abeilles, puisque pour ça elles utilisent des signaux électriques, leur capacité à s'orienter, leur capacité à déterminer la situation météorologique et le moment de la journée, ces deux derniers points pour lesquels elles s'appuient sur le champ magnétique terrestre. Et pour finir, ces ondes déclenchent le système d'alerte des ouvrières, ce qui prouve qu'elles sont synonymes d'une grande perturbation pour les colonies. Pour finir, nous avons les conditions d'élevage modernes. Donc celles-ci comprennent entre autres la sélection génétique des reines, ce qui entre autres affaiblit le patrimoine génétique des abeilles et appauvrit le patrimoine génétique des abeilles et donc les affaiblit. Le traitement des ruches avec des pesticides, notamment des acaricides contre le varroa destructor, et les traitements antibiotiques, par exemple dans le cadre de l'apiculture transhumante, quand les abeilles sont stressées et fatiguées à cause du voyage, les apiculteurs américains vont souvent répondre par des traitements antibiotiques, puisque les traitements antibiotiques sont par contre interdits en France en apiculture. Donc, les conséquences, si les abeilles venaient à disparaître, seraient multiples. Dans un premier temps, comme toute autre espèce, elle s'inscrit dans la chaîne alimentaire. Donc si elle disparaissait, tous ses prédateurs seraient menacés. Si certains d'entre eux venaient eux-mêmes à disparaître, ce seraient leurs propres prédateurs qui seraient en danger, etc. D'autre part, comme nous l'avons vu, l'abeille est une espèce clé de voûte puisqu'elle joue un rôle majeur dans la pollinisation. Elle pollinise à elle seule 80% des espèces de plantes à fleurs, sachant que le reste est pollinisé par des mammifères, des animaux, des oiseaux, des chauves-souris, d'autres insectes pollinisateurs, 10% par le vent, et certaines plantes ont la capacité de s'auto-féconder. Donc la relation qui existe entre les abeilles et les plantes à fleurs qu'elles pollinisent est une relation qu'on dit mutualiste. Les plantes à fleurs, qu'on appelle aussi angiospermes, sont aussi bien sûr les plantes à fruits et à légumes. Donc ça représente environ 300 000 espèces de plantes qui peuvent parfois paraître très communes comme la vigne, le chêne, les géraniums, les carottes, les coquelicots ou encore les pommes de terre. Donc si les abeilles disparaissaient, nous devrions faire face à des conséquences graves. Premièrement au niveau écologique, puisque 80% des espèces de plantes à fleurs disparaîtraient, mais également au niveau économique, puisque beaucoup de cultures du secteur agricole ne pourraient se reproduire, le secteur apicole n'aurait plus de raison d'être. Les cultures qui dépendent de la pollinisation représentent notamment plus de 1/3 de la production mondiale de nourriture, et le secteur apicole fait 117 millions d'euros de chiffre d'affaires par an rien qu'en France. Le service rendu par la pollinisation au niveau mondial a été estimé par Greenpeace à 265 milliards de dollars par an, dont en France 2,8 milliards d'euros, et le secteur apicole français a employé 1733 professionnels en 2010. Donc troisièmement, nous devrions également faire face à de graves conséquences au niveau sanitaire en ce qui concerne notre alimentation, puisque dépendent des abeilles 4000 variétés de fruits et de légumes, 80% des cultures à travers le monde, comme nous l'avons dit, 1/3 du tonnage de la production de nourriture mondiale et 71% des espèces les plus cultivées. Sans abeilles, nous n'aurions plus de fruits, de légumes, à part quelques espèces tropicales, de graines ou d'huile, par exemple de colza ou de tournesol, de stimulants comme le café ou le cacao, et bien sûr plus de miel. Donc nous serions fortement dépendants des céréales, comme par exemple le maïs, le riz, l'orge ou le seigle, avec quelques extras comme les châtaignes et les noisettes, puisque les châtaigniers et les noisetiers sont des arbres qui sont pollinisés par le vent. En 2013, l'entreprise américaine Whole Foods Market a voulu montrer en image la conséquence de la disparition des abeilles. Donc vous avez là un rayon de fruits et légumes en temps normal à ce jour, et ce à quoi il ressemblerait sans les abeilles. Donc avant, après. Ils ont donc retiré du rayon 52% des fruits et légumes. Or, il se trouve que dans le monde,
il existe déjà des régions où les abeilles ont disparu, comme par exemple la région du Sichuan en Chine, où les abeilles ont disparu et ne peuvent toujours pas être réintroduites à cause de l'utilisation massive de pesticides depuis les années 80. Donc les hommes et les femmes sont contraints de monter eux-mêmes dans les arbres et de faire la pollinisation à la main. Malheureusement, cette solution n'est pas une solution viable puisque le coût de la main-d'œuvre augmente constamment et elle n'est pas transposable partout puisque aux États-Unis, remplacer la pollinisation par les abeilles par de la pollinisation manuelle coûterait 90 milliards de dollars par an. Donc, en conclusion, nous avons vu que la disparition d'une seule espèce entraîne généralement des conséquences en cascade dans tout l'écosystème, voire des extinctions en cascade. Or, il se trouve que l'espèce des abeilles est une espèce capitale pour son rôle dans la pollinisation. Si les abeilles disparaissaient, nous devrions faire face à une grave crise écologique, économique, mais également une crise alimentaire mondiale. Les pays industrialisés pourraient survivre grâce aux céréales, mais ils se trouveraient fortement dépendants des lobbies céréaliers, tandis que les peuples traditionnels de chasseurs-cueilleurs verraient leur survie encore plus menacée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Les Nations Unies estiment que ces peuples autochtones représentent 300 millions de personnes dans 70 pays, soit environ 4,5% de la population mondiale, et qu'ils préservent environ 80% de la biodiversité mondiale sur leur territoire, bien qu'ils ne possèdent légalement que 11% de ces terres. Il est donc urgent de considérer l'impact sur la biodiversité de nos pratiques commerciales, agricoles, apicoles, de certains de nos modes de vie, etc., et de les remettre en question si on ne le fait pas aujourd'hui, ce sera à nos propres dépens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais porter une appréciation sur le plan, d'abord sur le stage, ensuite sur le stage. D'ailleurs, c'est pas une appréciation, on a eu un petit échange à ce sujet-là, un stage où il y a eu une disponibilité très limite, on va dire, de votre responsable. Et moi je trouve que, et ça se lit bien dans la lecture de votre rapport de stage, vous avez bien agi dans cette situation-là qui n'était pas facile, je crois, puisque vous avez été plutôt isolé, mais pour autant vous avez su trouver les ressources pour malgré tout faire que le stage se déroule bien et puis pas trop en garder d'amertume, et c'est important parce qu'on a parfois des réactions d'étudiants qui dans de telles situations se sentent perdus, pour un certain nombre d'entre eux quittent le stage, quittent l'organisation, sont en difficulté, vous avez plutôt bien réagi. Pour autant, c'est dommage que vous n'ayez pas eu une alerte pendant le stage pour peut-être qu'une intervention modifie la situation. Vous auriez pu par exemple en parler, c'est vrai que ça m'est arrivé d'intervenir, mais là en l'occurrence il y avait manifestement beaucoup de distance, avec par ailleurs une appréciation de la responsable concernant, je trouve un peu limite, dans le sens où elle parle de manque de confiance qui a fait que vous n'avez pas pris d'initiative, etc. Donc voilà, je trouve que là-dessus c'est vraiment discutable et vraiment, alors je passe le message pour les quelques étudiants présents, mais dans ce genre de situation, n'hésitez pas à solliciter quelqu'un de votre entourage ou l'université par mon intermédiaire pour qu'une intervention soit possible. Là en l'occurrence, c'est pas satisfaisant, un stage exige un encadrement et une présence des responsables. Vous n'êtes pas là pour faire des tâches, des missions pour l'organisation sans encadrement. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Sur votre mémoire, c'est un très bon mémoire qui a une qualité rare, qui est faire partie du registre militant académique. C'est-à-dire que quand on lit votre mémoire, on a envie d'agir. On se dit, mais ce qui se passe est quand même grave. On en entend parler de cette affaire d'abeilles. Et là, vous avez réussi quelque chose d'assez fort, c'est que tout ça est extrêmement bien documenté. Et avec votre présentation orale, ce qui est vraiment fantastique, ce qui est une qualité rare aussi, je trouve, c'est que vous annoncez de manière très posée et académique une catastrophe. Et finalement, c'est sans doute la meilleure façon de mobiliser
hein, que de rester toujours sur ce... Voilà, d'être posé, mais aussi d'être extrêmement bien documenté. Hein, votre travail est très très bien documenté de ce point de vue-là en termes de sources et de ressources. Hein, vous avez fait un travail d'une très très bonne qualité. Le sujet, il est à la limite de ce qu'on peut attendre d'étudiants en action humanitaire. On a eu un petit échange. Il est à la limite, mais pour autant, je l'ai validé, et je l'ai validé parce que j'ai aussi validé un stage que vous avez fait dans cette organisation qui s'appelle Génération Future. J'ai bien solidaire, c'est notre Génération Future. Donc, dès lors, c'est tout à fait cohérent. Et vous avez su bien traiter la question qui, dans un premier temps, était plutôt sur la disparition des abeilles. Là, on a eu des petits échanges. Et vous avez bien su donc, le restituer dans une dimension qui, de mon point de vue, devait être plus sur les questions d'environnement, le rôle de l'homme. Et ça, là-dessus, vous avez bien su réagir. Et c'est un bon travail. Et c'est un travail d'autant plus intéressant qu'il est sur le thème de l'environnement. Et même si je disais que votre sujet était peut-être à la limite des sujets qu'on peut attendre d'un master action humanitaire, à l'inverse, on est dans un master qui, de mon point de vue, n'apprend pas suffisamment les questions d'environnement qui sont aujourd'hui essentielles dans les questions d'humanitaire et de coopération internationale, et votre sujet en est un. Vous avez fait une très bonne introduction, c'est un vrai plaisir aussi les introductions, il y a souvent un côté un peu mécanique de faire une introduction. En l'occurrence, votre introduction est amène bien la problématique et donne vraiment envie d'aller sur le sujet. Il y a une très très bonne qualité rédactionnelle, aussi important pour le lecteur. Je vous fais des compliments, il faut que je trouve quand même la critique, mais j'en ai, c'est même pas une critique. Donc voilà ce que moi je pouvais dire sur votre mémoire. En critique, il y a peut-être des... Alors, c'est aussi le revers de la médaille, c'est extrêmement bien documenté. Il y a des moments qui sont très techniques et peut-être trop, mais en même temps, je ne sais pas si en disant ça, je ne me trompe pas, parce que finalement c'est nécessaire d'apprendre cette question sur les plans qui sont plus techniques. Le petit manque que j'ai trouvé, il y en a deux. Le premier, je pense que vous n'avez pas suffisamment traité la question des lobbies pesticides, parce que finalement ils sont aussi dans les causes de la disparition des abeilles. Vous parlez de l'action des pesticides, mais il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, et c'est vrai qu'à l'issue de la lecture de votre mémoire, je vous en ai pas parlé avant, mais à l'issue de la lecture, il m'a semblé que cette question aurait pu être traitée et mise en avant, parce qu'il y avait sans doute beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. En fait, c'est tellement un sujet immense que les lobbies, pour moi, ça aurait vraiment encore énormément allongé le mémoire, et je pense qu'on se serait peut-être éloigné pour le coup du sujet du mémoire qui était question des abeilles. Je pense que j'aurais du mal à traiter ça de façon concise et courte dans le cadre de ce mémoire-là. Mais à la lecture du mémoire, c'est quand même un élément manquant, même si j'entends que c'est sans doute un sujet en tant que tel, mais c'est quand même manquant. C'est vrai, on se dit finalement ces lobbies ils sont importants, ils sont agissants, et ils font aussi partie de l'explication du problème. Et voilà, j'aurais mérité que cette question soit traitée. L'autre, et je vous dis, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai suivi effectivement, je ne l'ai pas vu avancer. À l'issue vraiment de la lecture, il m'a semblé que ça manquait. Donc je me le dis aussi pour moi, parce que j'aurais pu vous le dire avant, en disant il manque les lobbies, donc c'est un reproche que je peux m'adresser. Et puis peut-être aussi, un autre élément qui manque, c'est des solutions déjà qui sont peut-être mises en œuvre. Voilà, il existe sans doute, j'imagine, des alternatives, et là-dessus, c'est aussi peut-être quelque chose qui aurait pu être apporté, parce que finalement, on a envie de finir sur une autre. Voilà, c'est bien, finalement, on ne va pas tous mourir tout de suite, il y a peut-être une solution qui... En fait, j'avais une partie là-dessus, mais comme je ne voulais pas trop dépasser le nombre de pages du mémoire, je ne l'ai pas intégré en fait. Alors que j'ai fait des recherches là-dessus aussi, et du coup, je ne voulais pas faire un mémoire trop à rallonge. Je me suis dit, je vais mettre trop de choses si je fais la partie sur les solutions. C'est vrai que c'est un mémoire qui est déjà conséquent en nombre de pages, mais bon,
peut-être en annexe, enfin il y a peut-être des formules à trouver pour mettre en avant des expériences, des choses qui existent. Hein, mais là aussi pareil, hein, c'est à l'issue de la lecture où je me suis fait cette réflexion, mais peut-être que voilà, qu'il y a des choses qui existent et il aurait pu être intéressant de les mentionner. Écoutez, je crois que c'est tout pour moi. Très bonne bibliographie, donc qui va effectivement avec l'aspect documentation, hein, une bibliographie, cytographie qui est complète. Donc voilà, c'est du bon travail, c'était un plaisir de vous accompagner et de lire ce mémoire. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées moi aussi. Donc j'ai beaucoup aimé votre présentation. Un certain nombre d'entre nous sont des visuels et je trouvais que c'était super de pouvoir soit vous écouter, raconter toute l'histoire, ou bien de regarder les diapos. Je trouvais que les diapos étaient très clairs, très bien organisés, et j'aimais bien un peu le déroulement des éléments qu'on ajoutait, comme on l'avait de temps en temps. Ce n'est pas tout le monde qui arrive, ce n'est pas une obligation, mais je trouve aussi que quand on arrive à parler son note, c'est quand même super, on peut avoir un autre impact. Et puis, votre présentation était bien organisée. Vous avez bien annoncé les plans, les différentes parties. Je n'ai pas eu de mal à vous suivre.